On va passer donc au point 4 sur le débat d'orientation. Et puis je crois que Jean-Claude a quelques points à suivre. Donc je te laisse la parole. Oui, viens donc. Alors, je vous ai extrait. Je vous ai fait grâce en fait de tous des 8 pages préalables qui vous relataient le contexte économique national, international et ce qui faisait ceci, cela. Je pense que vous l'avez tous lu avec intérêt, mais même si c'est pas intéressant, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de regarder ce rapport d'orientation budgétaire sur lequel peut-être demain, après, on fera un débat d'orientation budgétaire, sachant que pour l'instant, c'est un rapport d'orientation budgétaire. Et c'est un rapport qui n'est pas approuvé, hein, qu'on s'entende bien. C'est de prendre acte. Hein. Il y aura pas de vote sur ce ROB. C'est pas que je veux pas qu'il y ait un vote, mais il y en aura pas. C'est pas le but. Les chiffres qui vont vous être présentés aujourd'hui, enfin ce soir plutôt, jusqu'à 2021, c'est des chiffres qui correspondent à du réalisé. Les 2022, c'est du prévisionnel. Hein, donc d'abord parce qu'on n'a pas voté de budget déjà, et puis c'est du prévisionnel. Donc les comparaisons entre 2021 et 2022 principalement sont faites sur quelque chose d'existant par rapport à quelque chose de prévu. Donc si on prend les différents points, le point 1 c'est les recettes de la commune. Alors ce tabac-là, il reprend les chiffres que vous avez dans le tableau qui suit en dessous, qui reprend d'abord la part des impôts modulables dans le total des ressources fiscales de la commune. Donc il y a la taxe foncière, les taxes foncières et d'habitation. On passe d'un budget d'un produit de taxes de 4 944 000 à 205 € à 5 413 000 € pour 2022 en prévisionnel. On a le reversement EPCI. Le PCI, c'est Nantes Métropole. Hein, c'est l'établissement public. Donc on passe de 864 606 à 969 700. Les autres ressources fiscales baissent de 902 à 659 pour avoir un total d'impôts et taxes en augmentation de 4,63% et qui s'élève à 7 042 200 € que l'on peut comparer aux 6 730 835 € en 2021. Sur l'évolution de la fiscalité directe, eh bien vous avez alors le FB, c'est le foncier bâti, hein, je vais pas vous l'apprendre. Donc sur la base de la commune, ça a augmenté de 3,4%. Elle est passée de 10 268 925 à 10 858 530. La base foncier bâti du département a elle aussi augmenté dans les mêmes proportions de 3,4%. Et notre taux de taxe foncière passera en 2022 à 39,96% par rapport aux 37% de 2021. Nous aurons donc un produit de foncier bâti qui s'élèvera à 4 267 601 €, pardon, ce qui représente une augmentation prévisionnelle de 11,9%. Après, vous avez le foncier non bâti, le FNB. Là aussi, il y a une petite baisse de 0,9% prévisible entre 2021 et 2022. Ça nous fera passer de 69 554 à 68 921.
Après, nous abordons la taxe d'habitation. Alors, la taxe d'habitation, les chiffres, vous le savez tout comme moi, sont complètement différents entre 2019 et 2020, puisque c'était l'ancienne disposition. En 2021, on ne perçoit de la taxe d'habitation que sur la résidence secondaire, donc c'est de 160 000 euros, autant pour 2021 que 2022, avec un taux de taxe d'habitation qui est équivalent, puisqu'il est de 17,83. Donc le produit tout ça générera un produit de taxe d'habitation qui sera identique de 2021 à 2022 de 19 820 euros. Pour l'année après, en termes de produits, eh bien, nous aurons, et là, vous avez tout comme moi relevé l'erreur, mais tout comme moi, vous l'avez pas vu, à moins que quelqu'un l'a vu. Merci Jean-Marie. Le produit de taxe d'habitation de 2021 à 2022, il est identique, 19 820, donc le pourcentage d'augmentation, il n'est pas de 3,4, il est de 0. Mais vous l'aviez vu, je n'en doute point. Le produit de la taxe, le produit il augmentera. Alors là, on passe de 3 812 977 à 4 267 601. Donc ça fait 10 quelques pourcents et non pas 3,4. Donc là, vous l'aviez noté aussi. Donc pour finir, on aura un total de produits de fiscalité à hauteur de 5 413 000 euros que l'on compare aux 4 947 433 euros de 2021, ce qui nous fera une augmentation de 9,41%. Monsieur Péché en parlait tout à l'heure, la dotation globale de fonctionnement, eh bien, la dotation forfaitaire, elle baisse. Vous le voyez, elle baisse de 3,57%, elle passe de 567 889 à 547 641. La dotation de péréquation, elle augmente de 20%. Elle passe de 13 528 à 16 234. La dotation de solidarité rurale augmente elle aussi un petit peu, d'un 73%. La dotation de solidarité urbaine, le urbaine a disparu, on n'est pas concerné par ça. Et le reversement sur DGF aussi, donc ça nous fait 0%. Tout ça pour un total de dotation globale de fonctionnement qui sera en baisse, qui passera de 700 à 913 à 686 450 pour l'année, en prévision pour l'année 2022. Le fonds de péréquation communale et intercommunale, pour nous, il est toujours, on est contributaire, mais on n'est pas tributaire. Donc, on dépense toujours 24 000 euros sur ce sujet-là. Donc les principales, pardon, excusez-moi, je suis allé un peu vite. La synthèse des recettes réelles de fonctionnement, eh bien pour l'année 2022 en prévision, nous avons donc, ça reprend les impôts et taxes à hauteur de 7 042 200. Les dotations, subventions, participations à 129 350. On est en baisse. Les autres recettes d'exploitation baissent aussi de 6,71%. Les produits exceptionnels, on passe à 500 euros. Tout ça pour avoir un total de recettes de fonctionnement pratiquement égal à l'année dernière. Il y a 0,65%. On passe à 9 344 582 en regard des 9 283 916 de 2021. Si vous voulez une synthèse de tout ça, vous voyez quand même que la part des impôts et taxes représente quand même 75% de nos recettes réelles de fonctionnement. L'autre point important, c'était les produits de services à hauteur de 11% et les dotations à hauteur de 12,1%. C'est les trois grands points que l'on peut ressortir de ce schéma, de ce camembert, ou appelez-le comme vous voulez, mais enfin c'est un peu une image de ce que représentent nos recettes. En termes de dépenses de fonctionnement, les charges de gestion, elles augmentent de 10%. Les charges de gestion, c'est le fonctionnement de la commune. Donc on a un total de dépenses de gestion qui augmente de
2,8% qui passe de 2,732 625, de 2,488 722 à 2,732 625, pardon. Ça, c'est pour les charges à caractère général, donc les dépenses de gestion. Et puis après, nous abordons alors l'évolution des charges de personnel. Alors, c'est une question qui a été soulevée tant en commission RH qu'en commission finance. Et la rémunération des titulaires, elle augmente de 4,38%, mais elle se justifie par toutes les mesures qui ont été prises au cours de l'année sur les revalorisations, les changements de classif et tout ça. Et puis les embauches, puisqu'on a eu des embauches, ne serait-ce qu'à la médiathèque, mais pas qu'à la médiathèque, entre autres, mais c'était prévu. Et puis la rémunération des non-titulaires, eh bien ça a été, c'est pas que l'effet Covid, mais c'est en grande partie l'effet Covid, et ça nous a quand même généré une augmentation de 18,58%. Pour arriver à un total de dépenses de personnel, ce qui a été dit lors de la commission, qui se situe à hauteur de 7,43%. Alors, par rapport au réalisé, bien évidemment, vous pourriez nous faire la remarque, le budget prévisionnel, il n'était pas de 5 120 153, il était de 4 millions et quelques, mais puisqu'on compare du réalisé avec du prévisionnel, nous en sommes à 7,43%. Pour ce qui est donc la synthèse réelle des charges de fonctionnement, donc vous l'avez sous les yeux, les charges de gestion, on en a parlé, c'est ce qui fait fonctionner la maison. Les charges de personnel, 7,43. Les atténuations de produits, on passe de 143,066 à 96 000. Les charges financières augmentent. Bien évidemment, les autres dépenses, elles sont c'est peanuts parce que de 2300 on passe à 500, donc on a une augmentation totale des dépenses de fonctionnement de 8,79%, 8,19 pardon, pas 79, de prévision entre 2021 le réalisé et 2022 ce que l'on entrevoit. Ce que l'on prévoit. Donc les charges de personnel, elles sont toujours, c'est le plus gros point en dépenses réelles de fonctionnement. Elles sont à hauteur de 65,1%, de Dob à Dob l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais les chercher. On était à 63,6. Aujourd'hui, on est à 65,1. Donc l'augmentation est là, mais elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est là quand même. L'atténuation de produits, les autres charges, eh bien c'est les charges à caractère général à hauteur de 20% que l'on rajoute aux charges de personnel, 65%. Les autres, c'est pas qu'elles sont pas significatives, parce qu'on a quand même 11% en charges de gestion, mais c'est des augmentations qui sont moins significatives ou qui représentent moins dans la structure des dépenses de fonctionnement de la commune. Un point important, l'endettement de la commune. Alors l'endettement de la commune, on peut le mettre en rapport à ce que le rapport de la Chambre régionale des comptes. On avait un endettement de la commune relativement stable, faible. C'est vrai qu'en 2021, eh bien, on a commencé à s'endetter pour la médiathèque, ce qui est logique, c'était prévu. Ce qui se poursuit en 2022, c'est ce qui apparaît sur les ABAC, donc ce qui vous fait, vous voyez les chiffres, emprunt contracté en 2021, 1 544 000, c'était la première partie de la médiathèque. 2022, 2 155 000. Les intérêts de la dette, bien évidemment, ils augmentent puisqu'on passe de 65 à 120. Le capital remboursé passe de 418 à 456. Et nos annuités, bien évidemment, elles sont en regard de tout cela, puisque si on emprunte, on rembourse. Et on passe de 484 229 à 576. L'encours de dette, vous voyez, il passe de 3 833 à 5 532. Et la dette par habitant, alors c'est bien les ABAC, mais il faut mettre des chiffres. Là, on est à 621 € par habitant en 2022. Le chiffre n'apparaît pas là, vous le retrouverez après, mais on aurait pu le mettre. Que l'on pouvait comparer aux 400 et quelques en
en 2021. Emprunter, c'est une chose, mais il faut que la commune puisse être solvable, bien évidemment. Donc la capacité de désendettement, c'est un point hyper important dans une gestion de commune, vous le savez. Il y a un seuil d'alerte qui est fixé à 12 ans. La capacité de désendettement, c'est le nombre d'années que la commune mettrait à rembourser sa dette. Aujourd'hui, en 2022, en fonction de ce qui est prévu d'emprunter, des charges et tout, on est à 6 années 20, alors qu'on était à 2,61 en 2021, à 1,40 en 2020, mais le 1,40 en 2020, fallait pas le prendre en compte parce qu'il n'était pas significatif. Ça voulait pas dire grand-chose. Il y avait eu un réel effort, et Monsieur Péché vous l'a dit tout à l'heure, toujours dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, où il avait été dit en 2004, je crois, que la commune était très très endettée, et même trop endettée. Il y a eu les mandats successifs ont fait qu'il y a eu une gestion très serrée des comptes de la commune pour arriver à un taux de désendettement très très faible, et une capacité de désendettement très faible, si ce n'est qu'aujourd'hui, eh bien, au regard de tous les efforts qui ont été faits et les projets qui ont été lancés, eh bien cette capacité de désendettement augmente, elle passe à 6 années 20. Et donc vous voyez un peu une synthèse de tout ça. Les 6 années 20, vous les retrouvez là. Les recettes, donc ça reprend un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Les recettes réelles de fonctionnement à hauteur de 9 millions, les dépenses réelles à 8 millions, l'épargne brute, c'est important. L'épargne brute, c'est ce qui nous permet de dégager nos capacités de remboursement. Si on dégage pas assez, eh bien on n'est pas bien, et comme on n'a pas le droit d'emprunter pour rembourser, on serait vraiment mal. Donc on a un taux d'épargne brute qui se situe à 9,55%, avec un amortissement de dette, on l'a vu tout à l'heure, à 456 110, une épargne nette qui baisse bien évidemment, puisqu'elle passe de 1 million à 436, et un encours de dette qui passe de 3 833 à 5 532. Donc on retrouve cette capacité de désendettement à 6 années 20. Un autre point important qui aussi montre les capacités, l'épargne brute et l'effet ciseau. Vous le voyez tous, c'est très significatif ce schéma. C'est que si les deux courbes venaient à se couper, ce serait une cata. Pour l'instant, c'est pas le cas, bien évidemment, et on y veille. Donc ça, c'est ce qui fait la rigueur de la gestion de la commune, c'est que cet effet ciseau n'arrive pas. Donc vous avez l'épargne brute retraitée qui est en la colonne bleue, les recettes réelles de fonctionnement qui sont là, et les dépenses réelles de fonctionnement qui augmentent, bien évidemment, tout en restant dans un écart, si on veut parler comme ça, qui nous permettent d'envisager les choses pas sereinement, mais enfin qui nous montre que tout est bien géré. Le taux d'épargne brute de la collectivité et le seuil d'alerte, eh bien le seuil d'alerte est à 10%, le seuil limite est à 7%. Le taux d'épargne brute en 2019, 2020 et 2021 était largement au-dessus. Donc ça montre justement cette bonne gestion des comptes de la commune. L'évolution de l'épargne, pardon, je suis allé un peu vite. L'évolution de l'épargne brute et nette de la collectivité, eh bien ça reprend ce qu'on vient de dire tout de suite. Donc c'est sous forme d'un tableau, d'un ABAC. Et puis les dépenses d'équipement, là ce sont tout ce qui représente tout ce qui est logiciel et matériel de ce type-là. Ça, ce sont les travaux, je l'ai noté sur un autre point, je vais vous le dire tout de suite. Bien sûr, ça s'est coupé. Le premier point, c'est les logiciels, c'est un exemple. Le deuxième point, c'est les matériels et les travaux, les 1 527 463. Les 178 285, eh bien, c'est représenté par, je vais le dire, les travaux échelonnés sur plusieurs années. Donc, c'est des immobilisations en cours, donc c'est des travaux qui courent sur plusieurs années.
Les dotations en fonds divers, il n'y en a pas. Pour 2022 de prévu. Les immobilisations reçues en affectation, il n'y en a pas. Les autres immobilisations financières, eh bien, c'est tout ce que l'on peut voir au travers de la médiathèque, si je ne me trompe pas. Mais on focalise beaucoup sur la médiathèque, mais il n'y a pas que ça, mais il y en a ça, une bonne partie. Donc, ce qui nous fait un total de dépenses d'équipement à hauteur de 31 213 € pour 2022, que l'on peut mettre en regard aux 2 372 666 € en 2021. Ce qui est important aussi de voir, c'est que tout ça, si c'est une orientation budgétaire, c'est aussi une orientation pour les projets à venir, et je pense que c'est là que c'est ce qui est important de souligner. Donc, on vous l'a mis sous cette forme un peu. C'est du texte, c'est pas que c'est pas très joli, mais ça représente vraiment ce que la commune, les efforts de la commune, ou ce que la commune va engager pour les années de 2022, donc cette année jusqu'à 2025. Donc l'année 2022, bien vous le savez tous, ça sera marqué par l'ouverture de la médiathèque en septembre, avec un budget d'investissement qui sera fortement impacté, puisqu'une somme de 2 100 € est inscrite au budget prévisionnel. On le verra prochainement. En 2023, il restera encore 980 000 € pour terminer cette opération d'aménagement de l'ensemble de l'îlot Sanglerie. Là aussi, contrairement à ce qui avait été indiqué l'année dernière, les études concernant l'extension du centre aéré et des locaux du périscolaire de la Tillelière débuteront cette année. Et c'est pas ce qui avait été annoncé. Les travaux se termineront en 2023, donc pour un coût de 1 400 000 €. Les travaux de mise aux normes PMR intérieure et extérieure du club Cana seront engagés en 2022-2023 pour un coût de 200 000 €, 120 000 € en 2022. La création d'un, comment on va appeler ça en français, pas en clubhouse. Je regarde Lucien pour ça. C'est une discussion qu'on a eue. Donc, un local convivial au stade de la Garinerie. Les études débuteront en 2022 et les travaux seront réalisés en 2023 pour un coût de 300 000 €. Les études, le démarrage des études, ça c'est important aussi, parce que ça sera un futur très grand projet que l'on mènera au sein de la commune. Le démarrage des études en 2025 concernant la construction d'un nouveau groupe scolaire. Alors, qu'on s'entende bien sur le nouveau, c'est pas nouveau, c'est la reconstruction d'un groupe scolaire existant. On ne crée pas un troisième groupe scolaire. On en construit un qui remplacera un ancien. Voilà. Donc le terme nouveau, il est pas tout à fait bien choisi, mais bon, ça veut dire ce que ça veut dire. La construction d'un nouveau groupe scolaire avec une ouverture prévue en 2027 pour un budget d'environ 11 millions d'euros, ce qui est quand même pas négligeable pour une commune comme la nôtre. La création d'un skatepark, alors j'ai pas de traduction française, en 2023, suite à la concertation citoyenne. Donc ça aussi, c'est un point qui fait partie de notre orientation pour la commune, de mettre la concertation citoyenne au centre même de notre réflexion pour certains sujets. Donc ce skatepark va débuter en 2022 pour un coût de 150 000 €. Le remplacement et la création des jeux du parc de Rouette et le site de la Coulée Verte pour 140 000 € en 2023-2024. Et la fin de la mise aux normes PMR de la salle de convivialité du pôle associatif de Lillette en 2022 et 2023 pour un coût de 80 000 €. Et à ça, on peut rajouter d'autres dépenses significatives pour 2022, donc qui va impacter directement notre budget de cette année. L'éclairage du terrain synthétique de football. Donc cet éclairage, on en reparlera plus tard si vous voulez, mais ça va quand même impacter les finances à hauteur de 70 000 €. Les diverses études dont on a parlé, ce fameux club house, le boulodrome, le skatepark et l'audit PPI à hauteur de 83 000 €. Le pilotage des chaufferettes à distance pour 30 000 €, et ça pour avoir un impact, vous savez tous, tout comme moi, que l'énergie va coûter de plus en plus cher, et mettre 30 000 € nous permettra demain peut-être de faire, sûrement de faire des économies en termes de chauffage. Donc il y aura ce coût qui viendra
impacté notre budget. Les travaux de réhabilitation des logements d'urgence pour 25 000 euros, les travaux et matériels pour les écoles, 83 000 euros. Entre autres, les équipements des 6 VPI. On a pu bénéficier d'une aide pour l'achat de ces VPI, mais il faut les équipements qui vont bien avec. L'achat d'un véhicule électrique pour le service des espaces verts. Donc ça, c'est un choix qu'on a fait. Actuellement, c'est un matériel qui est en location, et plutôt que de remplacer un matériel avec une propulsion dite traditionnelle, un moteur thermique, eh bien, on a choisi de faire l'achat d'un véhicule électrique pour les espaces verts, ce qui nous coûte 30 000 euros. L'achat de matériel mobilier pour les services, bien, c'est 100 000 euros, mais ça, c'est normal, mais c'est pour que on fasse un renouvellement de tous ces équipements immobiliers de la commune, la mise aux normes de PMR du pôle de Lillette à 28 000 euros et d'un restant à réaliser pour de 2021 à hauteur de 195 000 euros 800. Donc voilà un petit peu, bon, c'est rapidement ce que c'est le DOB. On a fait le choix de vous indiquer dans la suite du DOB, enfin des prospectives et des projets qui sont plus des projets, qui vont être des réalisations, qui vont s'échelonner entre 2022 et 2025, et vous verrez que c'est quand même c'est pas négligeable du tout. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop, oui, ça s'est bien passé. Enfin, je vous ai pas trop saoulé, donc si vous avez des questions, enfin du moins avec les chiffres, hein, le reste, je peux vous répondre si vous le souhaitez. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, je vous... Oui, Monsieur Burnot. Oui. Merci pour cette présentation. Tout d'abord, avant de commenter, j'aurais deux questions. Dans les investissements, on voit une ligne sur le remboursement d'un emprunt à hauteur de 1 450 000, quelque chose comme ça. Ouais. On va savoir de quoi il s'agit. Et puis la deuxième, c'est dans les investissements. Donc il y a une étude sur le boulodrome qui est prévue, de mémoire en 2022. Et on ne voit rien apparaître dans les projets sur 2022, 2023, jusqu'à 2025 sur le boulodrome. Est-ce que c'est une erreur, c'est un oubli, ou est-ce que c'est un projet qui arrivera de toute façon après? Alors, pour répondre à votre première question, le 1 500 et quelques, c'est quelque chose qu'on a voté, qu'on a pris en compte l'année dernière. C'était pour la première partie du financement de la médiathèque. Donc c'est quelque chose qui était acté, et il y a un complément cette année à hauteur de 2 millions et quelques euros, mais c'est orienté financement du projet médiathèque. Il est 1,5 million. Quant au boulodrome, je me permettrai de ne pas vous répondre tout de suite, si ça vous ennuie pas, de vous apporter la réponse prochainement, mais je ne saurais pas vous répondre tout de suite. Il y a des études, on a noté diverses études, 83 000 euros, Clubhouse, boulodrome, skatepark, c'est l'audit PPI, c'est un ensemble. Vous en donnez le détail, je l'ai pas tout de suite, mais je vous le communiquerai sans aucun problème, moins que Guillaume ait une réponse dessus. Et je pense que Guillaume a une réponse. C'est bon. Oui, bonsoir à tous. Je pense que tout simplement, il était difficile de s'engager parce que là, tout est chiffré, en fait, sur l'ensemble des éléments. Tandis que pour le boulodrome, c'est un peu plus compliqué parce que l'étude va nous donner, qu'on vient de lancer. En fait, c'est un report de 2021 qu'on vient de lancer début janvier avec un architecte qui a été défini, les deux associations de pétanque. Et donc, le projet va nous permettre de reconsolider le prix estimatif qu'on a eu pour la globalité des actions à faire, et aussi, comme on l'a toujours dit auprès de vous et auprès des associations de pétanque, de voir comment on le séquence. Donc il faut qu'on attende les résultats de cette étude pour s'engager sur un investissement.
Oui, donc sur le remboursement, sur l'emprunt, c'est dans le tableau, page 26, il y a marqué remboursement d'un emprunt. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas une souscription d'un nouvel emprunt. Alors ou alors c'est la ligne qui est mal intitulée. Page 26. Page 26. Ah oui, pardon, je n'ai pas le même. Ah oui, pardon. Il faut que j'ouvre mon... hop. Évidemment. Page 26. Ah, c'est un tableau que j'ai pas... Ok, remboursement de ma dot. Ok. Je l'ai pas, ça. Dans le tableau des dépenses d'investissement, c'est ça? C'est ça, oui. Remboursement d'un emprunt. C'est dans le budget prévisionnel de 2020. Ah oui, oui. Par rapport à notre section d'investissement, pour trouver l'équilibre de la section d'investissement, j'ai mis en recette, en dépense d'investissement, un remboursement fictif d'un emprunt. Ok. Pour équilibrer la section. C'est une ligne d'écriture fictive. Ok, d'accord. Je suis désolé. Je croyais que c'était un remboursement. Non. Tel que c'était écrit là, ça pourrait paraître comme un remboursement anticipé d'emprunt. Ouais. Et ça correspond à un équilibre de la section d'investissement uniquement. Ok. Et moi, je vous ai répondu par rapport à un autre tableau et je n'avais pas le même que vous. Ok. Ok, donc merci pour ces réponses. Donc, pour conclure sur notre vision de ce rapport d'orientation budgétaire, donc ce rapport est dans la même veine que le précédent qui nous avait laissé sur notre fin. Il est très détaillé sur la situation économique nationale, sur la loi de finances 2022 et l'état des lieux de nos finances en 2022, mais seulement 2 pages à peine sur l'investissement à venir. C'est décevant. Nous attendions à plus de place donnée à cette vision à moyen et long terme. Le débat d'orientation budgétaire est fait pour fixer les orientations politiques et le cadre dans lequel le budget va s'inscrire. Certes, il y a du mieux par rapport à l'année dernière, car nous avons maintenant une vision des investissements à venir jusqu'en 2025. Mais il manque des éléments importants sur ces investissements. Comment seront-ils financés? Quels seront leurs impacts sur les dépenses de fonctionnement? C'est essentiel, et la Cour des comptes l'a relevé dans ses remarques du rapport que nous avons vu juste un peu avant. Sur ce qui nous est présenté en détail, nous avons des inquiétudes. Vous prévoyez une hausse des recettes de fonctionnement de 0,65%, conjuguée à une hausse des dépenses de fonctionnement de plus de 8%. Nous nous rapprochons dangereusement de l'effet ciseau. Qu'en est-il pour l'enrayer? Notre capacité d'autofinancement, qui en découle, va encore diminuer de plus de 50% cette année. Par rapport à 2020, on passe de 1 500 000 € en 2020 à 1 050 000 en 2021 à 436 000 en 2022. Si on continue sur ce rythme, nous n'épargnerons plus en 2023 pour investir. Que prévoyez-vous pour enrayer ceci? Car il est crucial pour notre commune, en croissance, comme la nôtre, d'investir. Sur l'investissement, enfin, seulement 1% sur le social, avec les logements d'urgence et le PMR, et 1% sur le développement durable. C'est avec la chaufferie et l'achat d'un véhicule électrique. Nous trouvons que c'est peu par rapport au contexte actuel, social et climatique. Face à ce constat, nous attendons de nouveau un plan d'action, des perspectives. Que faisons-nous pour enrayer dès à présent cette tendance? Les Sorinières est une commune dynamique qui va dans les prochaines années accueillir de nombreux habitants. Nous devons dès à présent engager un travail de fond pour accompagner l'arrivée de ces nouveaux habitants, assurer la cohésion sociale à long terme de notre commune et développer des services adaptés à la population.
En résumé, il y a du mieux par rapport à l'année dernière, mais il y a encore une marge de progrès. Je vous remercie, Monsieur Verneau, de noter le mieux. Moi, ça me... vous savez que ce qu'il était dit dans la chambre, le rapport de la Chambre régionale et Cour des comptes pour l'Europe de 2021, il était dit en substance que l'Europe de 2021 a été présentée le 4 février de la même année et publiée sur le site internet de la ville. Sa présentation est en accord avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires et retrace de façon satisfaisante les grands équilibres de l'exercice 2020 écoulé, le contexte économique et institutionnel, l'endettement communal, les perspectives et les orientations de la commune en matière de programmation et de ses investissements. Il prévoit pour la première fois une prospective en l'espèce à l'horizon 2023, même 2024, où un endettement de 6 590 000 euros est prévu, contre 2 700 000 euros en 2020. Donc ça, c'était pour le 2021. Aujourd'hui, vous nous dites qu'on a progressé en 2022. Ben, écoutez, merci beaucoup, on sera encore meilleur que 2021. Tu veux parler ? Oui. Bruno, tu veux... Excuse-moi. Oui, j'espère que ça fonctionne. Oui, merci. Avant de commenter ce rapport d'orientation budgétaire, j'aurais quand même transmettre des remerciements à notre service municipal et ses agents qui, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, assurent avec rigueur et professionnalisme le suivi et la gestion de nos finances publiques. Donc merci à eux, parce que c'est un travail quand même assez... qui demande beaucoup de rigueur et d'investissement et qui est essentiel en termes d'accompagnement des élus pour la mise en œuvre de nos orientations et des choix politiques qu'on peut être à faire. Merci aussi à toi, Jean-Claude, pour cette présentation du rapport d'orientation budgétaire 2022 précise et très détaillée, la communication aussi de tous les éléments d'information utiles pour avoir à juger et débattre de la situation financière de notre commune. Naturellement, et sans surprise, ce rapport d'orientation budgétaire incarne les engagements que nous avons pris avec et pour les habitants de notre commune afin d'impulser une dynamique en faveur de la transition écologique, mais aussi la solidarité. Hors étude, et donc là, David, je ne peux pas être d'accord avec toi, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes, dans le détail qui a été communiqué au travers du rapport et commenté par Jean-Claude. Je suis en train de chercher, c'est la page 27, hein, c'est ça. Donc, si on prend tout ce qui est livré en termes d'investissement et à l'horizon 2022-2025, hors étude pour la construction d'un nouveau groupe scolaire évalué à 11 millions d'euros environ, sont quand même pas loin de 5 994 800 euros d'investissement qui vont être déployés pour la période 2022-2025. On est à presque 6 millions d'euros d'investissements divers, hein, dont vous avez tous la liste. Donc c'est absolument considérable, près de 6 millions d'euros pour soutenir des projets qui traduisent nos priorités et pour répondre aux besoins des habitants. C'est une gouvernance, ce plan budgétaire, j'allais dire, par les besoins. Voilà, c'est les constats qui ont été évalués en termes des besoins de la population et les réponses qui sont apportées en termes de projets et d'investissements. Ce volume projeté des investissements à réaliser intègre donc des efforts considérables dans le domaine de l'éducation. Les exemples sont donnés notamment avec la perspective du démarrage des études en 2025 pour la construction d'un nouveau groupe scolaire et un engagement financier pour un budget à terme d'environ 11 millions d'euros. Des efforts aussi très importants pour la vie associative et la jeunesse, avec l'extension du centre aéré et des locaux du périscolaire de la Tillelière, qui débuteront cette année. Là, on est à hauteur de 1,4 million d'euros, 1,4 million d'euros. Des efforts très importants aussi en faveur de nos politiques de solidarité et d'égalité, notamment en termes d'accès à nos équipements publics. Donc vous avez le détail aussi. Je ne vais pas donner
tous les éléments qui sont portés à votre connaissance en matière d'investissement prévus à cet effet, mais rappelons quand même la mise aux normes PMR de la salle de convivialité du pôle associatif de Lillet, tu l'as dit Jean-Claude, pour 80 000 €, mais aussi des travaux de mise aux normes PMR pour le club canin à hauteur de 120 000 €, des investissements aussi dédiés à l'enfance-jeunesse avec la création d'un skatepark pour 150 000 €, mais aussi le remplacement et la création de jeux parc d'Orwet et sur le site de la Coulée Verte pour 140 000 €. Enfin, l'ouverture tant attendue de la médiathèque à compter de septembre 2022, mi-septembre, donc pour un montant inscrit au budget à hauteur de 2,1 millions d'euros. Donc c'est un rapport d'orientation budgétaire qui traduit notre ambition au service des habitants, qui traduit dans les faits en termes d'engagement financier et pour la réalisation des différents projets qui sont détaillés dans le document. Ça traduit une volonté, une détermination pour assurer aussi une gouvernance de la ville au plus près du besoin des habitants, je l'ai dit, des associations et de l'ensemble des acteurs de notre territoire communal. Voilà quelques commentaires que je voulais apporter consécutivement à cette présentation du rapport d'orientation budgétaire. Merci pour cette présentation. Pour nous, quelques interrogations. Je vais replacer un peu le contexte dans lequel cette ville a évolué depuis un an, mais ça, c'est très en lien avec une crise que tout le monde connaît. Donc, l'année 2021 a été marquée par une crise sanitaire mondiale qui a eu des répercussions sur le plan économique et social, qui forcément ont des répercussions sur des activités professionnelles et des modifications dans nos modes de vie. À l'instar de toutes les collectivités municipales, notre commune a forcément été impactée par des modifications causées par cette crise sanitaire qui a dû faire face à des dépenses en matériel et en équipement générant des surcoûts de fonctionnement. On voit bien qu'aujourd'hui, on ne pensait pas qu'on aurait face à cette crise et que malheureusement, on ne peut pas toujours prévoir, mais ça impacte quand même un budget. Du fait de l'arrêt d'activité de certains secteurs économiques ou d'événements culturels, la commune s'est vue privée de recettes. Sur le plan national, la reprise économique a été marquée par une augmentation du prix des matières premières causée par la hausse du baril, s'approchant des $100 avec un prévisionnel dépassant les 3 chiffres annoncés en 2023. Tout ça aura une répercussion, bien évidemment, sur les dépenses de fonctionnement. Quelques remarques concernant le rapport d'orientation budgétaire présenté donc ce soir. Effectivement, nous avons pu voir que les recettes sont à hauteur de... Les 3/4 sont alimentés par des ressources fiscales de la commune, basées sur le bâti et des dotations à hauteur de 12%. Nous restons perplexes devant le montage financier d'un budget d'une commune reposant sur un équilibre financier basé sur l'ajustement des recettes pour assurer des dépenses de fonctionnement. En bref, des recettes sont suspendues aux dotations de l'État versées par des organismes. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera certainement plus demain. Même si on sait qu'aujourd'hui, l'enveloppe des dotations reste stable. Il faut donc compter sur la perception de la taxe foncière qu'on serait tenté d'augmenter afin d'investir, pour compenser des dépenses prévisionnelles en lien avec des investissements coûteux pour notre part. On voit bien qu'aujourd'hui, les dépenses qui sont engendrées aujourd'hui sont certainement des impôts de demain. Le chiffre de 9,48% de recettes supplémentaires sur le foncier bâti annoncé ne nous échappe pas. Il suffit de regarder le paysage, l'augmentation des projets immobiliers aux Sorinières, qui forcément ont un impact au quotidien sur les Sorinièrois et la gêne occasionnée par tous ces travaux et modifications de la ville. Mais ce n'est pas le débat, on en a déjà débattu, on y reviendra certainement dans des échanges par rapport à ça. Quant aux charges, nous restons vigilants à leur augmentation. Elle évolue de 9,8%. Nous constatons que les charges du personnel
donc à une augmentation moyenne de 3%, croissante depuis 2019, et donc, sauf erreur, une augmentation de 7,43 en une année. Nous en avons parlé tout à l'heure. C'est un poste important qui a un impact sur le budget de la commune et qui est incontournable pour l'organisation des services. Bien évidemment, nous en sommes très conscients, mais aussi aux services rendus pour les citoyens. Je ne reviendrai pas sur ce dont on a parlé tout à l'heure, concernant effectivement qu'il faudra peut-être poser des indicateurs pour peut-être éviter ces hausses qui peuvent être... Il y a certainement des marges de manœuvre pour éviter des hausses de fonctionnement, notamment sur le remplacement en lien avec l'absentéisme. Nous pensons que la municipalité doit se fixer comme objectif de regarder les options, c'est ce que je viens un peu de dire, qui s'offrent à elle pour appréhender une maîtrise des dépenses de personnel tout en veillant à préserver les compétences des agents. Nous restons aussi dubitatifs sur les charges imposées sur la future médiathèque. Nous avons vu tout à l'heure le compte-rendu annuel de 2020, mais pour nous, la lisibilité n'est pas suffisante sur un plan pluriannuel, excusez-moi avec le masque, ça impose vraiment d'articuler, sur le plan de financement pluriannuel incluant des coûts de fonctionnement et ceux de l'amortissement matériel notamment, ou encore le coût de l'entretien du toit par exemple, végétalisé par exemple. Nous ne parlons pas déjà du surcoût déjà prévu. Bien sûr, il y a des projets d'investissement. On trouve qu'ils sont nombreux, très en lien avec du neuf, mais pas de lisibilité sur ce qui nous interroge toujours, c'est un budget pluriannuel sur l'entretien des locaux. C'est bien de faire du neuf, mais à un moment donné, ça dissonne avec tous des équipements et des choix qu'on fait. En tout cas, nous, ce ne sera pas forcément notre choix de pouvoir peut-être faire un skatepark, ou même s'il y a un besoin, même si ça a été exprimé, ou un éclairage, mais surtout, pour nous, c'est déjà l'entretien des locaux. On est très étonnés, effectivement, on sait que c'est très en lien avec une loi, mais on aurait pu certainement anticiper les travaux de mise aux normes PMR. Je pense qu'on pouvait très très bien anticiper ces investissements-là, et pas forcément d'attendre la loi. Effectivement, tout à l'heure, nous avons parlé du clubhouse et du boulodrome. Il va forcément avoir des études, mais ça pose question pour des adhérents qui ne souhaitent toujours pas être délocalisés. Donc faire des études, ça veut dire qu'on sent derrière que c'est un investissement contraint pour ceux qui ne souhaitent pas, je dis, et délocaliser. Donc c'est un peu une marche forcée quand même. Voilà. J'en finirai là. Je pense avoir un peu traduit ce qu'on s'était dit avec Hervé. Merci. Je vais passer la parole à Damien. Concernant le boulodrome... Tu me passes la parole, passe-moi la parole. Oui, excuse-moi. Je fais juste une parenthèse sur le boulodrome. Je te passe la parole, excuse-moi. Mais on fait quand même un gros travail avec les deux clubs. On a toujours, moi j'ai à témoin des personnes ici, on a vraiment parlementé quand on a acheté en tout cas le site où on va faire le boulodrome actuel. On a toujours pris l'avis avant des adhérents du boulodrome. À l'époque, ils étaient tout à fait d'accord. Entre-temps, je te conçois qu'on a eu des petits accrochages parce qu'il y a eu un changement de président et que voilà, ils ont changé un petit peu leur... Mais rien n'est remis en cause pour qu'on puisse faire le boulodrome là où il sera situé, en tout cas. Et on parlemente très bien, on travaille très très bien avec eux. Pour l'instant, ça se passe sans problème, sans heurts, et voilà. Il n'y a aucun souci là-dessus. Damien, je te passe la parole. Ouais, je vais juste réagir rapidement sur deux points précis. Après, je pense que mes collègues ont peut-être aussi envie de réagir. Mais la mise aux normes PMR, cette loi, elle date de pas mal de temps, il me semble. Je pense que Jean-Marie, tu auras peut-être envie de réagir là-dessus. Mais
Anticiper davantage la mise aux normes des équipements municipaux, c'est compliqué, parce que déjà, on est en retard. Donc, on ne va pas assez vite. Ouais. Donc, et c'est une question de moyens. Le problème de cette loi, c'est qu'effectivement, elle est légitime. Il faut que chacun ait accès aux bâtiments publics. Et en même temps, la mise en norme de tous les bâtiments coûte beaucoup d'argent et un budget annuel ne peut pas se le permettre. Donc, je trouve que nous reprocher d'anticiper ça, c'est un peu dur. Et l'autre point... si je peux me permettre... Non, je vais terminer, je vais répondre au deuxième point. Enfin, je vais faire une observation sur un second point qui me choque carrément. C'est la question, c'est la remarque sur le taux de remplacement des agents municipaux, sur peut-être qu'il faut qu'on décide de ne pas remplacer les gens. Ce sujet-là, il est compliqué parce qu'avec la crise sanitaire, on vit vraiment une période carrément exceptionnelle. Et on ne le vit pas que au niveau de la municipalité, mais on le vit dans toutes les organisations où il y a des agents de la collectivité ou alors des salariés. On vit vraiment d'un point de vue, à ce niveau-là, une situation exceptionnelle, au point qu'on a été obligé de se résoudre de réduire les heures d'ouverture des services à un moment donné. Parce qu'on a un tel niveau d'absentéisme à cause de la crise sanitaire, qui est venu se joindre en plus de l'absentéisme qu'on a habituellement, qu'on avait des agents municipaux qui compensaient, et on peut même dire qui surcompensaient, et qui sont allés proches de l'épuisement. Donc, ne pas remplacer les gens, c'est dangereux aussi. Et à un moment donné, si on ne remplace pas les gens, il faut accepter que le service ne soit pas rendu de la même façon, à l'identique. Je ne parle pas de remplacer, enfin, ce n'est pas mes propos, ne pas remplacer, je ne pense pas avoir dit ça. J'ai parlé d'indicateurs tout à l'heure. Je pense que la commune, à un moment donné, quand on doit, face à un budget qui croît, hein, en lien avec l'absentéisme, ou pas, en tout cas, l'idée de retenue, c'est pas de ne pas remplacer, ça me paraît évident. Il faut que le service public fonctionne. On est bien OK là-dessus. Mais c'est de poser, de prendre du recul, et pas forcément, personne ne remet en question le travail qui a été fait pendant la crise sanitaire. C'est pas du tout le propos là encore. Mais à un moment donné, il va falloir se poser des vraies questions. C'est tout. L'absentéisme, aujourd'hui, on peut aussi se dire que le remplacement ne se fait pas un pour un. Voilà, c'est tout. Et c'est pas choquant. C'est derrière, ça se traduit par des humains, bien évidemment, mais ça s'accompagne. Peut-être qu'il y a des mutualisations de postes à faire. C'est pas choquant d'ouvrir ce débat. Franchement pas. On l'ouvre d'ailleurs ailleurs dans d'autres institutions. Donc, c'est tout. On sait que c'est plus contraint, forcément, avec peut-être des moyens, enfin des moyens humains, où il y a peut-être sur des postes. Après, l'idée, c'est pas de remettre en question le travail des professionnels. À chaque fois, on nous renvoie ça. Ne partons pas sur cette sensibilité-là. Ça n'a aucun intérêt. C'est tout. On est sur un débat budgétaire. Donc, parlons chiffres. Et dans des chiffres, il y a de l'humain à mettre en face, mais il y a aussi une réflexion à porter à comment on remplace face à un absentéisme. J'essaie de comprendre l'absentéisme. Je mets quoi au regard? Il faut pallier l'absentéisme. Avec quels moyens je les mets? Est-ce que c'est du remplacement un pour un? Peut-être qu'à un moment donné, il faudra se dire nous n'avons plus les moyens pour faire du remplacement un pour un. Il y aura des choix à faire. Voilà, c'est tout. Le débat, il peut se poser et ce n'est pas choquant. Franchement. Et heureusement d'ailleurs. Bien sûr que non, il n'est pas choquant. C'est l'argent aussi du contribuable. Donc je pense que le contribuable, il ne va pas trouver ça choquant. Bien sûr que non, il n'est pas choquant. Pour autant, et je maintiens, nous sommes dans une situation bien particulière avec cette crise sanitaire. Et aujourd'hui, dresser pour 2022 une règle de conduite maintenant sur le taux de remplacement des agents municipaux, c'est extrêmement compliqué parce qu'on a beaucoup de gens actuellement qui sont extrêmement fatigués et au bord de l'épuisement. Voilà, tout simplement. Bruno ?
par rapport à l'intervention de Muriel Houche, j'aurais apporté 2 précisions. Il a été évoqué un surcoût en ce qui concerne l'enveloppe budgétaire dédiée à la médiathèque. Il n'y a pas de surcoût. C'était dit d'ailleurs dans le premier point présenté à l'occasion de ce conseil municipal par Émilie Giagnot au sujet du projet d'aménagement de l'île aux Sangueries et donc qui concerne la médiathèque et la réalisation de la médiathèque. Il n'y a pas de surcoût. On reste dans l'enveloppe budgétaire telle qu'elle avait été prévue. Après, il y a les questions liées au fonctionnement, bien évidemment. Mais ce sont 2 choses différentes. En ce qui concerne l'investissement, il n'y a pas de surcoût. On a été particulièrement vigilants. On s'était engagé à rester dans l'enveloppe budgétaire initialement prévue. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais apporter une réponse. En ce qui concerne l'accessibilité, la loi date de 2005. Donc on qui fixe des obligations aux collectivités, qui a fixé l'obligation aux collectivités de mettre aux normes d'accessibilité l'ensemble des équipements municipaux. Donc on a dû commencer à y travailler dans les années qui ont suivi. C'est 2005, ça doit être février 2005 si je ne me trompe pas. Donc on a dû commencer à œuvrer en la matière, non seulement pour respecter la loi, mais aussi avec une vraie volonté politique, d'égalité en termes d'accès à l'ensemble de nos équipements municipaux, et notamment par rapport aux personnes qui sont en situation de handicap. Donc on a dû commencer en 2006, très certainement, avec une commission accessibilité qui s'était mise en place, avec tout un travail d'échange, notamment avec des associations, des personnes en situation de handicap. On a planifié les choses, bâtiment par bâtiment, avec une budgétisation en termes d'investissement pour chaque exercice. Ça a été réactualisé à compter de 2016, avec un plan pluriannuel d'investissement pour terminer l'ensemble des équipements pour lesquels il restait des travaux à réaliser en termes d'accessibilité. Donc 2016, avec un dernier plan validé par la préfecture. Et il est vrai que le club canin ne faisait pas partie, à ma connaissance, de cette perspective de travaux tels qu'il avait été arrêté dans ce plan pluriannuel. Et il est venu s'ajouter après, au travers des constats qui ont été faits sur la nécessité de réaliser des travaux d'accessibilité pour ce bâtiment aussi. Donc c'est venu s'ajouter. Mais sinon, tout a été planifié. Ça serait par ailleurs assez intéressant, me semble-t-il, qu'on puisse assurer une communication au sein de ce conseil municipal pour valoriser l'ensemble des travaux qui ont été réalisés sur cette période assez longue, qui a nécessité aussi, parce que le budget était particulièrement conséquent, donc ça nécessitait parfois d'un exercice à l'autre de lisser les budgets pour arriver à réaliser tous les travaux nécessaires. Mais c'est un budget donc là on est sur un peu plus d'une quinzaine d'années quand même, particulièrement conséquent. Ça serait intéressant qu'on puisse recenser l'investissement budgétaire qui a été réalisé sur ces 15 années, mais c'est considérable. Et je me souviens très bien, pour avoir eu en charge les questions de handicap à un moment donné, qu'on s'interrogeait beaucoup, parce que c'était, sur l'évaluation qu'on faisait des travaux à réaliser, c'était très très important. Donc on a été obligé de lisser les choses sur le temps. On avait une volonté d'aller beaucoup plus vite, mais on était bloqué financièrement et budgétairement. En tous les cas, je pense qu'on arrive à terme à avoir réalisé, là je me tourne vers Guillaume, mais je pense que la plupart de nos bâtiments respectent dorénavant, même s'il y a toujours quelques points à améliorer, mais respectent pour l'essentiel les normes d'accessibilité. Merci Bruno. D'autres interventions? C'est bon, moi je te laisse conclure. Eh bien, je vous remercie du débat et de vos contributions. Elles sont... peut-être que certaines, on va les prendre... Enfin, peut-être. C'est pas peut-être. On va écouter toutes vos remarques et on va essayer de répondre avec nos orientations à nous, tout en prenant en compte les remarques que vous avez pu faire. Néanmoins, il nous reste à mener à bien la politique pour laquelle nous, on a été élus, et le budget, tel que l'on vous le présentera le mois prochain, sera le reflet de notre politique. Mais néanmoins, je vous remercie de vos apports et vos contributions. Le DOB ou le ROM ne faisant pas l'objet d'un vote ou d'une approbation, et c'est simplement on prend acte. Donc, écoutez...
Je considère que le point 4 est clos et que Madame la maire va nous proposer de passer au point 5.